La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 3 juin 2024. Il s'appelle ce matin « Fais-nous rêver Christine ». La dernière semaine du mois de mai 2024 a été frappée du sceau de la baisse pour les actions, mais aussi pour l'or, pour le pétrole et même, j'ose à peine le dire, pour la solidité financière de la France éternelle. On va passer tout ça en revue ce matin en l'agrémentant des âneries habituelles et des dernières actualités politico-financières fort denses, ma foi, au cours du week-end. La dernière semaine du mois de mai a vu plusieurs actifs reculer, à l'exception notable des obligations qui fonctionnent, je vous le rappelle, à l'envers. Leur rendement a baissé, donc elles ont progressé. En ce qui concerne les actions, la séance de vendredi a permis de réduire les pertes hebdomadaires grâce à une statistique américaine qui a fait pencher le culbuto de la politique monétaire du bon côté. Mais bon, pris dans son ensemble, le mois de mai a été positif aussi bien en Europe, plus 2,6% pour le Stoxx Europe 600, que du côté des États-Unis, le S&P 500 a gagné 4,8% et même du Japon avec un petit 0,2% pour le Nikkei 225. Du côté de Hong Kong, on a enchaîné un 5e mois consécutif de rebond, le Hang Seng a gagné 2,3% en mai. Si on prend un petit peu de recul, on constate que les gros indices occidentaux en sont à 6 mois de gains sur les 7 derniers. Je vous rappelle que avril était le vilain petit canard de la période récente. Et puisqu'on fait des bilans dans tous les sens, tout va bien pour les places boursières en 2024. On a notamment une hausse de 8,2% pour le Stoxx Europe 600 et de 10,6% pour le S&P 500. On manque quand même un petit peu de carburant sur les actions après la fin des résultats du premier trimestre et avant la publication des résultats du second. Et faute de carburant pour les actions, les investisseurs tirent des plans sur la comète des baisses de taux directeurs. Enfin, encore plus que d'habitude, je veux dire. Vendredi, par exemple, l'inflation PCE américaine du mois d'avril a été annoncée un petit peu plus faible que prévu, toujours trop forte par rapport aux objectifs de la Fed, mais suffisamment rassurante pour permettre aux indices de rebondir. Enfin, rebondir, il faut le dire vite, un espèce de sursaut désespéré a eu lieu en fin de séance. Ça a permis au Nasdaq de terminer à moins 0,01% et au S&P 500 d'atteindre un gain de 0,8%. C'était donc un petit peu n'importe quoi. D'autant que le Dow Jones, lui, caracolait déjà en hausse de 1,5%, bien aidé, il faut le dire, par le réveil de sa vieille garde, United Health, McDonald's et même Boeing, trois des dossiers les moins prolifiques de l'année. Et d'ailleurs pour le Dow Jones, le rebond de 7,5% de Salesforce vendredi a aussi bien aidé. Il faut dire que l'action avait plongé de 20% la veille après des résultats trimestriels jugés plutôt médiocres. Alors si vous voulez mon avis, mais de toute façon je vais quand même vous le donner, il n'y a aucun enseignement à tirer de cette séance. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le nombre de commentaires contenant la phrase « Ces valeurs ont bénéficié de rachats de fin de mois à bon compte » pour s'en persuader. Je vous rappelle que nous écrivons ça dans la presse quand nous n'avons foutrement aucune explication. Ce qui me rassure quand même, ou ce qui me rassure pas peut-être, c'est que les professionnels de la finance utilisent généralement les mêmes formules. Pour en revenir au taux directeur et au titre de la chronique du jour, la Banque Centrale Européenne va vraisemblablement avoir l'honneur de baisser ses taux directeurs avant les autres et dès cette semaine. Tout porte en effet à croire que jeudi, le taux de refinancement principal de la zone euro passera de 4,50 à 4,25%. Même si l'inflation a redonné quelques signes de reprise en mai, l'activité souffre trop dans la zone euro pour que la Banque Centrale renonce à assouplir sa politique. Et comme cette baisse de taux est quasiment acquise, l'attention va se porter naturellement sur les commentaires qui permettront d'anticiper le coup d'après. Du côté des États-Unis, les financiers vont continuer à osciller au gré des statistiques pour savoir si la Fed commencera à réduire ses taux en septembre, en novembre, en décembre ou à la Saint-Glinglin. Or, depuis vendredi et l'inflation PCE, l'hypothèse septembre a repris un petit peu de poil de la bête. On verra ce qu'il en est après les PMI, les ISM et la batterie d'indicateurs sur le marché du travail qui sont attendus cette semaine, avec en point d'orgue les données sur l'emploi en mai qui seront publiées vendredi. Allez, on passe sur l'actu récente. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la clôture des marchés vendredi soir. Dans le volet politique, je vous en donne une liste non exhaustive. D'abord, la Maison-Blanche met une forte pression pour un cessez-le-feu à Gaza. Volodymyr Zelensky a accusé la Chine de saper le sommet sur l'Ukraine en Suisse. Et Narendra Modi a remporté l'élection présidentielle en Inde sans trop de suspense, il est vrai. La continuité politique pourrait aider les indices indiens à rebondir après une phase compliquée depuis quelques semaines. Du côté de l'Afrique du Sud, l'ANC a perdu sa majorité au Parlement, c'est une première en 30 ans. Et enfin, Donald Trump rejoint la plateforme vidéo TikTok qu'il avait autrefois cherché à interdire, ça promet. Plus sérieusement au niveau économique, 3 informations importantes sont tombées depuis vendredi, la décision de S&P d'abaisser la notation crédit de la France, la réunion de l'OPEP+, et la publication du PMI manufacturier chinois.
Alors on va détailler tout ça à l'envers. Le PMI manufacturier chinois de mai compilé par Caixin et publié cette nuit est ressorti un petit peu plus vigoureux que prévu et en zone d'expansion. C'est une bonne nouvelle, même si ça contredit en partie le PMI officiel qui a été publié la semaine dernière qui montrait une contraction de l'activité. Je vous rappelle que les deux indicateurs ne couvrent pas vraiment le même périmètre. Le Caixin est plus diversifié avec des PME en plus des autres entreprises alors que le PMI officiel se concentre surtout sur les grandes entreprises d'État chinoises. Du côté de l'OPEP+, le pétrole a perdu du terrain après la décision prise ce week-end de maintenir les coupes de production. En effet, le cartel a toutefois ouvert la voie à l'atténuation des coupes volontaires, ce qui a été interprété comme un signe d'accroissement potentiel de l'offre à terme. Enfin, S&P a abaissé la notation crédit souveraine de la France de un cran, de AA à AA-, avec une perspective stable. L'agence a estimé que la dégradation des finances publiques hexagonales est suffisamment inquiétante pour atténuer la solidité financière du pays. Précédemment, Moody's avait fait preuve de mansuétude en maintenant un statu quo sur sa propre notation. Du côté de Fitch Ratings, la troisième agence principale, on avait déjà abaissé la note de la France à AA- l'année dernière. Le ministre des Finances Bruno Le Maire, avec son sens habituel de la formule, a expliqué que c'est parce que le gouvernement a sauvé l'économie française du Covid et de l'inflation et que la note reste très bonne puisque c'est comme passer de 18 à 17 sur 20. À court terme, il n'y aura guère de conséquences, mais les marges vers l'amélioration de la situation budgétaire sont de plus en plus hautes à franchir pour la France. On passe au marché boursier d'Asie-Pacifique, la semaine et le mois démarrent en hausse. On a des gains substantiels d'au moins 2% en Corée du Sud, à Hong Kong et en Inde. C'est peut-être à cause des rachats à bon compte de début de mois, qui sait. L'Australie prend 0,8%, le Japon 1% et Taïwan 1,7%. La Chine continentale est l'exception qui confirme la règle avec une légère baisse pour le CSI 300. Du côté des indicateurs avancés occidentaux, on regarde vers le haut ce matin. Côté actu des sociétés, en France, on a constaté un repli du marché automobile en mai, moins 2,9%, c'est une première depuis l'été 2022 dans l'Hexagone. Sanofi poursuit son projet de scission de son pôle santé grand public selon les informations du Financial Times. Je vous rappelle que la division pourrait être valorisée plus de 20 milliards d'euros. Qatar Airways devrait passer une commande de 200 gros porteurs partagés entre Airbus et son A350 et Boeing et son B777, et Thales a bouclé la cession de son activité GTS à Hitachi. Du côté d'Atos, on a reçu 2 offres révisées de restructuration financière, l'une sans surprise de la société EP Equity Investment qui est contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et l'autre d'un consortium mené par OnePoint qui est un actionnaire d'Atos. Le groupe a prévu de trancher d'ici le 5 juin. Ipsen lance un programme de rachat d'actions pour couvrir son programme d'attribution d'actions gratuites aux salariés. André Lacerda est nommé directeur Amérique du Sud Tube de Vallourec. TFF Group acquiert le contrôle du groupe Petit Renault et Valneva a reçu un avis positif du CHMP de l'Agence européenne du médicament pour son vaccin contre le chikungunya. Casino de son côté vend 90 magasins aux Mousquetaires et à Auchan. Transgène intègre le premier patient dans la partie phase 2 de son étude avec TG4050 dans les cancers de la tête et du cou. Nanobiotics annonce des données prometteuses chez des patients traités avec NBTXR3 activé par radiothérapie suivi d'un anti-PD1 comme traitement de deuxième intention dans les cancers de la tête et du cou. Et le Conseil de montagne et neige développement recommande d'apporter à l'offre de 0,90 € par action. Les principales publications du jour: Smart Good Things, Katana, Nikon et Big Ben. À l'international en Europe, Danube estime que sa marge d'EBITDA atteindra 22 à 23% à moyen terme contre 15,1% au T1. AstraZeneca a annoncé que l'Imfinzi est la première et la seule immunothérapie à démontrer un bénéfice en matière de survie dans le cancer du poumon. Un médicament de GSK contre le cancer du sang réduit presque de moitié le risque de décès lors d'un effet de phase avancée. Cosmo dégage une perte en 2023 mais versera tout de même un dividende. Et Shein, le géant de la mode en ligne, envisagerait une IPO à 50 milliards de livres à Londres selon Sky News. Côté continent américain, Walt Disney et Comcast ne parviennent pas à s'accorder sur la valeur de Hulu. AMD lance de nouvelles puces d'IA, la série MI350 pour concurrencer le leader Nvidia, et un actionnaire de Tesla poursuit Elon Musk pour un délit d'initié présumé de 7,5 milliards de dollars. Par ailleurs, Waste Management serait en passe de racheter Stericycle selon Bloomberg. ARM Holdings estime que 100 milliards d'appareils ARM seront prêts pour l'IA d'ici la fin de 2025, et Carl Icahn bâtirait une position dans Caesars Entertainment, encore selon Bloomberg. Live Nation de son côté enquête sur le piratage de Ticketmaster et s'inquiète d'une fuite de données d'utilisateurs. Facebook, la filiale de Meta, a attiré le plus grand nombre de jeunes adultes depuis 3 ans et Boeing reprend ses livraisons d'avions à la Chine. Du côté de l'agenda des publis en Amérique, CrowdStrike, Ferguson et HP Enterprise.
En Asie-Pacifique, enfin, l'Arabie Saoudite place aisément 12 milliards de dollars d'actions Aramco, Suntory pourrait racheter The Boston Beer et APM a accepté une offre de rachat de Madison Dearborn Partners pour 1,3 milliard de dollars australiens. Sur l'agenda des publis de la région, on a Fast Retailing aujourd'hui. Voilà, c'était un peu long, mais vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer cette semaine boursière. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.